Bonjour, donc moi je suis Valeriano Parravicini, je suis directeur d'études à l'école pratique des hautes études et je suis basé dans un laboratoire de recherche français sur le récif corallien, le CRIOB, qui est basé à la fois en métropole et à la fois en Polynésie française. Donc j'ai un projet financé, je suis porteur d'un projet financé par la fondation BNP Paribas et des autres financeurs qui a vu après intégrer l'ANR, le gouvernement de Polynésie française et des autres partenaires. Et ce projet, il a démarré il y a un an, mais on a quelques résultats préliminaires à vous montrer. Donc c'est ça que je vais vous montrer ce soir. Donc la première chose, c'est carrément un projet sur les récifs coralliens. Et quand on parle de récifs coralliens, on voit notamment des images, des photos, on voit la couleur. Cette couleur, c'est la couleur d'un système extrêmement riche. Il faut savoir qu'il s'agit de l'écosystème marin le plus riche au monde, donc qui concentre une biodiversité énorme. Donc cette diversité, pourquoi elle a évolué dans les récifs coralliens, dans ce système? Parce que le système corallien a une unicité et c'est la coévolution entre coraux et poissons et autres invertébrés et autres taxons. Mais moi, je travaille sur ces deux. Et donc, c'est par exemple un système complexe où, par exemple, le corail donne le refuge à cette complexité, cette tridimensionnalité des structures et donne refuge à plein des espèces, d'invertébrés et des poissons qu'après on peut manger. Et le poisson, d'autre côté, fait des processus comme par exemple l'herbivorie, c'est-à-dire il garde le système, il fait du jardinage, il le garde propre, comme ça les coraux seront en bonne santé. Donc c'est cette synergie, cette coévolution qui permet le fait qu'il y a cette biodiversité énorme. Mais ce n'est pas une biodiversité qui est là pour faire en sorte que les scientifiques puissent l'étudier. C'est une biodiversité qui a un rôle très important pour l'homme. Il faut savoir qu'il y a au monde environ 500 millions de personnes qui dépendent des services écosystémiques, on les appelle comme ça, rendus par les récifs coralliens, notamment pour l'approvisionnement en nourriture. Donc, c'est vraiment des services écosystémiques qu'on appelle, qui sont essentiels. C'est aussi une biodiversité qui est menacée. Là, vous avez une diapo des Américains Samoa. Donc là, tout à gauche, c'est un système en bonne santé avec le corail, avec ses algues symbiotiques. Et après, à droite, on a le système soumis à ce qu'on a observé tout récemment, c'est-à-dire l'événement de blanchissement dû à une anomalie thermique qui a duré 2 ans et qui a frappé plus ou moins tous les récifs coralliens dans le monde. C'était vraiment à l'échelle globale. Et donc, le corail blanchit. Et après, il meurt. Et on a la diapo à droite, il peut mourir. Et comme ça, on a ce qu'on voit à droite, c'est le fait que les algues colonisent le corail. Donc, il reprend la couleur, mais c'est une couleur néfaste en quelque sorte, parce que ça ne veut pas dire la vie et la symbiose, ça veut dire vraiment la mort. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive que dans les Américains Samoa ou à l'étranger ou dans la grande barrière de corail, c'est quelque chose que l'on a observé en quelque sorte aussi au CRIOB où on a la chance d'avoir plus ou moins 40 ans de données. Donc on a pu enregistrer et on peut maintenant étudier ce phénomène. Donc là, ce que vous voyez, c'est le CRIOB, le récif corallien de Moorea en face du CRIOB en 2006 où le recouvrement de corail c'était très haut. Et là où vous avez le point rouge, vous allez avoir maintenant des coraux qui meurent suite à un événement de blanchissement et à la prolifération d'une étoile de mer qui mange le corail. Et puis, on a eu un cyclone après ce phénomène et on voit vraiment ce que je disais avant, c'est-à-dire le plus grand impact que les récifs coralliens d'aujourd'hui doivent gérer, que c'est la perte des structures tridimensionnelles. On a un système qui avant était dominé par les coraux et maintenant, en 2010, est devenu complètement plat. Après, les récifs coralliens de Moorea sont extrêmement résilients, donc ils ont déjà récupéré depuis cet événement. Mais ce qui est important, c'est que nous, on a pu l'enregistrer. Ce qui nous permet, finalement, c'est l'objectif pour nous du projet, c'est développer la connaissance écologique pour pouvoir voir ces événements, l'impact qu'ils ont non pas sur la physiologie du système, non pas sur l'écologie, mais sur les services écosystémiques qui rendent à l'homme. Et
on s'est posé deux questions. Je vais présenter les résultats préliminaires de deux questions qu'on s'est posées. Et la première question au niveau des services écosystémiques, c'est est-ce qu'on va perdre la capacité des récifs coralliens à amortir les vagues? Là, c'est une photo du Kiribati en 2010, où il faut savoir, il y a des îles dans le Pacifique qui sont soumises à cet événement. La mer rentre vraiment dans l'île et qui sont particulièrement sensibles à un autre effet du changement climatique qui est la montée du niveau de la mer. Et les récifs coralliens dans ces zones sont de véritables barrières, des digues qui protègent la côte de l'énergie de ces vagues. Et donc, c'est ça qu'on s'est posé des questions. Est-ce que le coraux participe finalement à ça? Donc, pour faire cela, on s'est aussi amusé, en quelque sorte, et on est allé étudier la vague la plus connue au monde, qui est à Tahiti, et c'est la vague de Taupo. Donc, on est parti pendant le championnat Billabong Surf, et on a mesuré les vagues, entre les vagues qui ont le maximum d'énergie, et on a pu mesurer les vagues, si vous voulez, du championnat du monde, en quelque sorte. Et ce qu'on voulait tester, c'est ces hypothèses. On voulait voir si un système, finalement, qui est en bonne santé et qui est complexe pour le fait d'avoir de la tridimensionnalité liée au corail vivant, peut amortir les vagues de façon plus efficace. Donc, on a mis des capteurs à l'extérieur, sous la crête récifale et à l'intérieur, pour mesurer ces vagues et faire des enregistrements. Donc, première chose que nous avons enregistrée, c'est justement la structure tridimensionnelle. Donc, on a fait de la photogrammétrie, on a reconstruit des modèles 3D de mathématiques 3D de récifs coralliens. Puis, on a pu mettre tout cela dans nos modèles. Là, c'est nous qui enregistrons les vagues. Donc, on a enregistré le récif, les vagues, et tout cela, on a pu le mettre dans notre modèle. Et finalement, on est capable de voir l'effet du récif corallien. Là, c'est le profil de la côte. Là, c'est la vague de Taupo. Et donc, on a enregistré des vagues de 5 mètres. Et on voit qu'au fur et à mesure que la vague passe le récif, elle est amortie et son énergie, elle n'arrivera pas le long de la côte. Sur la base de tout cela, on a calibré des modèles, et puis sur la base de ces modèles, on s'est amusé à jouer et on a pu simuler deux choses, la montée du niveau de la mer et la perte des coraux. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, si on perd le corail, on perd vraiment le service écosystémique. C'est-à-dire, le graphe que vous voyez à droite, c'est la relation entre la capacité des récifs à amortir les vagues et l'état de santé des récifs. Donc, le corail, en soi, il participe à ce mécanisme de protection des vagues. Et ça, c'est un message à la fois négatif et à la fois positif. C'est négatif parce que selon notre simulation, qui reste une simulation mathématique, si on perd le corail, on peut avoir des vagues jusqu'à 2 fois plus importantes sur la côte. Par contre, ça veut dire que si nous, on garde nos récifs en bonne santé, on a eu aussi les résultats où si le niveau de la mer monte, on pourrait garder le service tel qu'il est aujourd'hui. Donc, on ne perdrait pas le service. Voilà, ça c'était le premier résultat, la première question qu'on s'est posée. Donc, on aura les résultats, ça c'était des résultats préliminaires, on aura des résultats définitifs à la fin du projet. Et on a commencé à se poser une deuxième question. Donc, on a vu qu'il y a une véritable coévolution entre le corail et les poissons, par exemple. Donc, on voit que les récifs coralliens sont des systèmes qui sont, on dirait, extrêmement complexes. Donc, cette biodiversité, cette complexité veut dire interaction. Donc, à gauche, vous avez un schéma qui est, je dirais, plutôt classique, ce que vous trouverez sur un livre d'écologie marine, de récifs coralliens. Donc, on voit qu'il y a des interactions, il y a même des interactions complexes, mais il y a peu de boîtes, en quelque sorte, peu de typologies d'organismes. Donc, on a les herbivores, on a les algues, on a peu de boîtes où mettre les organismes. Donc, on s'est dit, mais elle est où toute cette biodiversité dans ces schémas d'interaction entre espèces quand
on a des systèmes qui ont des milliers d'espèces qui habitent dans un endroit restreint. On s'attendrait à plutôt avoir quelque chose comme le graphique de droite, un réseau d'interaction extrêmement complexe. Donc, le problème, c'est que nous, à l'état actuel, on ne connaît pas encore à une bonne résolution l'interaction entre organismes. Donc, on n'est pas encore en mesure de répondre à une question qui est basique, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe quand on perd les corails? Est-ce qu'il y a beaucoup des espèces qui sont liées au corail ou directement, ou il y en a peu? Est-ce qu'il peut y avoir un effet domino, c'est-à-dire qu'on a un impact sur une espèce qui après se propage le long d'un réseau d'interaction entre deux espèces très très complexe. Donc on a commencé à répondre à cette question, on l'a fait grâce à deux outils. La première, c'est des simulations qu'on a fait à l'ordinateur en mathématiques. Donc à gauche, vous voyez les coraux qui, en quelque sorte, disparaissent et dans ce réseau, cet effet qui se propage de poisson en poisson. Donc, c'est des relations prédateur-proie et on a mesuré cet impact en recréant artificiellement dans l'ordinateur un récif corallien. Et donc, à droite, on a le premier résultat et on voit que dans le cas le plus pessimiste, on pourrait avoir un impact sur à peu près 30% des poissons si on perd les coraux. Ça reste des simulations qui sont des simulations faites à l'ordinateur. Donc là, ce qu'on est en train de faire dans le cadre du projet, c'est de le valider, c'est-à-dire utiliser de la donnée empirique. Donc, pour vous donner un ordre d'idée sur la base des connaissances, à gauche, c'est un réseau d'interaction, en théorie, le mieux résolu au monde qui se trouve aux Caraïbes. Nous, on a voulu faire mieux de ça. Donc, on a fait un peu comme les experts, c'est-à-dire qu'on a utilisé des techniques de biologie moléculaire, d'analyse de l'ADN, mais au lieu d'étudier qui est le criminel, c'est-à-dire l'ADN sur la scène de crime, on étudie l'ADN qui se trouve dans le contenu stomacaux des organismes. Donc, on cherche l'ADN et on est en mesure de trouver toute cette interaction prédateur-proie entre les espèces. Pour vous donner un ordre d'idée, à gauche, vous avez ce qu'on considère un réseau trophique d'interaction extrêmement bien résolu, et à droite, vous avez nos résultats qui ne sont que des résultats préliminaires sur une vingtaine des espèces. Et dans le cadre du projet, on va élargir ce genre d'études à peu près 200 espèces. Donc, ça sera 10 fois plus important comme résultat. Mais là, on a vraiment un aperçu de la complexité du système et on espère vraiment pouvoir répondre à cette question, est-ce que la perturbation va se propager ou pas? Donc voilà, notre travail continue. À droite, vous voyez un des labos temporaires qui ont mis en place sur les îles de la Polynésie française, et on continue. Maintenant, l'équipe elle est à Moorea et il continue à collecter des échantillons justement pour faire le maximum qu'on peut pour répondre à nos questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer au service écosystémique et au système corallien face au changement climatique.